Keïta, APAC. Merci, Monsieur le Président de la République. Sans plus tarder, je vous invite à suivre l'intervention du Président de la République avant l'étape questions-réponses. Monsieur le Président de la République, avec votre permission, vous avez la parole. D'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de rencontre comme j'avais promis, mais vous-même, vous savez qu'on a beaucoup de problèmes, on avait beaucoup de problèmes avec l'Ebola. Le premier point que je vais aborder, c'est l'accord signé concernant les élections. Cet accord, évidemment, et la mouvance présidentielle n'est pas très contente, ni le pays d'Arc-en-Ciel, ni les partis alliés. Ils ont estimé qu'on a fait trop de concessions. En effet, au départ, l'opposition parlait des délégations spéciales. Les délégations, il y en a en tout pour tout combien? 28. Donc le problème c'était les délégations. Pourquoi? Parce que les délégations, ils ont été nommés par le président de la République, donc ils sont partisans. Bien que, selon le nouveau code électoral, les délégations, les communes et les maires, les chefs de quartier ne jouent plus aucun rôle, ni pour la distribution des cartes, ni pour la fiche, ils ne jouent aucun rôle dans la politique électorale. On nous a répliqué que oui, ils ne jouent pas de rôle, mais ils peuvent influencer. Ils sont des personnes d'influence. Donc au départ, nous avons dit, bon, puisque vous pensez que c'est des personnes d'influence, il y en a 38, ok. L'opposition à la moitié, la mouvance, la moitié. Mais comme toujours, l'opposition, quand il demande une chose aujourd'hui, dès qu'on accepte, il demande autre chose. Dès qu'on accepte, il demande autre chose. Donc, c'était 38 normalement, puisque c'était la délégation spéciale. Tous les débats étaient faits autour de cela. Et brusquement, on dit non. Les autres communes aussi doivent être concernées. Mais les autres communes, là, ils ont été élus. On ne voit pas pourquoi. Et ce n'est pas le président qui les a désignés. Bon, il y a eu de concession. À un moment donné, la mouvance est bloquée sur 58, je crois. Mais à mon âme et conscience, moi, je me suis battu pendant 50 ans pour la démocratie dans ce pays-là. Et je veux que les élections en Guinée soient des élections modèles. Pour cela, il fallait permettre à ce que personne ne soit empêché d'aller aux élections. Et l'opposition avait une attitude, on ne va pas en négociation en disant tout ou rien. Si on vient dans l'attitude, c'est 128 ou rien. J'ai expliqué que quand on négocie, chaque parti fait des concessions. On ne peut pas venir en disant c'est ça ou rien. Bon, mais l'opposition est restée sur cette position. Et j'ai estimé, sans consulter la mouvance, j'ai accepté. Et j'ai expliqué à la mouvance pourquoi. Parce que c'est moins important d'avoir des maires que d'avoir des élections présidentielles inclusives, que tout le monde participe. Donc évidemment, la mouvance a accepté d'entraîner les pieds, et le RP d'Arc-en-Ciel et les alliés. Bon, mais je pense qu'il est important que les élections législatives, présidentielles, personne n'ait d'argument. De dire je ne vais pas aux élections, pas telle chose. Bon, donc c'est pourquoi j'ai accepté et contraint la mouvance et les alliés à accepter, même si ce sera une bagarre entre nous, mais il faut privilégier que les élections présidentielles se passent dans les meilleures conditions. Parce qu'il faut un état de droit en Guinée. Mais l'état de droit, ça veut dire que toutes les libertés doivent être permises, mais dans un cadre respectant la loi. La liberté de manifestation est une liberté fondamentale, mais la protection des biens et des personnes aussi est une responsabilité fondamentale. Ça veut dire que les ministres chargés de la sécurité et de l'administration du territoire et de la justice vont expliquer clairement que c'est l'état de droit et chacun doit respecter l'état de droit. Quand on organise des manifestations, on a des obligations. Les ministres les rappelleront cela. Parce qu'on n'acceptera plus que l'état de droit soit mis en cause. Nous voulons renforcer l'état de droit en Guinée et chacun doit respecter l'état de droit. Mais les ministres auront l'occasion de faire le point sur ça. Ça donc, c'était le premier point que je voulais parler. Et ça a permis quand même que l'accord soit signé et qu'aujourd'hui, tout le monde puisse aller aux élections présidentielles. Donc, il fallait imposer à la mouvance ces accords qui sont illogiques, parce que c'est contraire à tout principe de négociation. Parce que quand vous venez négocier en disant c'est tout ou rien, ce n'est pas une négociation. Une négociation, ça veut dire qu'il y a des conditions réciproques. Mais il fallait, pour la paix et la tranquillité et le renforcement de l'état de droit en Guinée, il fallait accepter cela. Et donc j'ai pris sur moi d'accepter cette opposition et d'expliquer à la mouvance pourquoi.
Et le deuxième point, c'est l'Ebola. Le vaccin sur l'Ebola a été trouvé il y a longtemps. Mais il n'y a jamais eu d'essai. Lorsque le problème s'est posé, il y avait beaucoup de gens qui étaient hostiles dans le secteur, dans le domaine médical. Non, on ne va pas faire le vaccin, etc. Bon, moi, j'ai pris le risque. J'ai dit, mais si moi, j'essaie d'être cobaye, que mon peuple soit cobaye, c'est mon problème. Donc, j'ai imposé les vaccins contre la vie de beaucoup d'organisations, etc., etc. Mais, Dieu merci, nous avons vacciné 4000 personnes et le vaccin s'est avéré efficace à 100%, je crois, monsieur le coordinateur. Et comme toujours, la défaite est orpheline, la victoire a beaucoup de pères. Maintenant que le vaccin s'est avéré positif, évidemment, bon, chacun en tire gloire, mais si nous, on n'avait pas accepté que 4000 personnes soient vaccinées contre l'avis de beaucoup d'organisations, jamais le vaccin n'aurait été trouvé. Puisque ça fait plus de 15 ans, je crois un peu tous les années, que le vaccin là existe. Donc, nous avons donc discuté avec nos experts et nous avons arrêté deux choses. La première chose, écrire au chef d'État pour qu'ensemble nous écrivions au président Hollande et autres, pour que nous écrivions ensemble les laboratoires pour accélérer l'homologation rapide, pour que le vaccin soit effectivement homologué tout de suite. Et la deuxième, convoquer une réunion des experts au 18-20 septembre ici, de tous les experts des vaccinations pour concernant les fièvres hémorragiques, parce qu'il n'y a pas que la fièvre, il n'y a pas que l'Ebola, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que le docteur pourra les indiquer si vous voulez. Notre objectif, c'est que pour le moment, on a vacciné les contacts des contacts et les personnes à risque, c'est-à-dire le corps médical. Or, dans mon esprit, il s'agit de passer à une vulgarisation. C'est-à-dire qu'on ne vaccine pas seulement sur la main, qu'on vaccine comme on vaccine aujourd'hui la grippe, etc. Ça veut dire à grande échelle. Mais le problème qui est posé, c'est que si vous faites un vaccin, le laboratoire fait un vaccin contre la grippe, il a un marché. Mais l'Ebola, c'est une maladie de pauvres. Donc il n'y a pas un grand marché. Le laboratoire n'a aucun intérêt financier à le faire. Donc ce vaccin ne peut être fait que par le financement des États. C'est pourquoi nous avons donc convoqué ce sommet en quelque sorte sur le vaccin, mais avec l'accompagnement de l'OMS et avec les partenaires, pour qu'à la sortie de là, on puisse faire les vaccins concernant non seulement l'Ebola, mais en général les fièvres, les maladies, les fièvres hémorragiques. Et c'est mieux que ces vaccins soient fabriqués en Afrique. Et si possible en Guinée, puisque déjà nous fabriquons les vaccins avant à l'Institut Pasteur à Kindia. Tous les vaccins contre les morsures de serpents étaient fabriqués à Kindia. Et heureusement, l'OMS nous a informé qu'il y avait déjà 300 millions d'euros qui étaient déjà disponibles pour les vaccins. Et lorsque j'ai constaté la fondation Bill Gates était prêt aussi à financer les vaccins. Donc, c'est une maladie des pauvres. Les laboratoires ne sont pas intéressés à les développer parce qu'ils n'auront pas de marché. Mais nous avons besoin, donc il faut un financement public. Voilà donc la réunion qui va avoir lieu au mois de septembre. Nous avons déjà envoyé les invitations et afin que les Africains puissent être vaccinés de façon générale face à toutes ces épidémies donc nous avons beaucoup souffert de cette maladie, mais au moins nous avons permis que le vaccin soit aujourd'hui un vaccin à 100% positif, mais aussi aller plus loin pour qu'il y ait une popularisation de vaccins, vulgarisation, enfin je ne sais pas quel est le terme correct, je ne suis pas médecin, pour permettre de vacciner, comme on vaccine contre la grippe, on vaccine tout le monde. Voilà, en ce qui concerne. Le troisième point, c'est les leçons que nous avons tirées de l'Ebola. L'Ebola nous a beaucoup fatigués parce qu'on n'a pas un système hospitalier performant. Donc, si on avait un simple... L'Ebola nous a fatigués parce qu'on ne pouvait pas découvrir le virus rapidement. Donc, la première leçon que nous avons tirée, c'est avoir un système santé performant. D'abord, au niveau des sous-préfectures. Il y a 42 centres qui vont être rénovés et 30 nouveaux centres qui vont être construits. Mais ces centres doivent être dirigés par des médecins. C'est-à-dire qu'il y aura l'accouchement pour les femmes dans la sous-préfecture, avec une salle d'accouchement, une salle d'isolement pour les maladies contagieuses comme le choléra par exemple, où on peut ensuite la médecine générale
Et aussi, il y aura le logement et le bureau du médecin. Il ne s'agit pas de mettre une sage-femme là-bas, mais il s'agit de mettre évidemment un médecin dans les sous-préfectures pour que non seulement les femmes puissent accoucher là-bas, mais que toutes les maladies, un peu ce qu'on appelait en France avant la médecine de campagne, avant, c'est-à-dire le palu, le méningite, le choléra, etc., tout ce qu'on dit médecine générale, puisse être soigné sur le plan au niveau de la sous-préfecture et que les gens ne soient plus obligés d'aller dans les préfectures. Le deuxième, c'est d'avoir des CHI au niveau régional, centre de santé hospitalier, qui en même temps qui allie la santé et la formation médicale. Et aussi des hôpitaux maintenant préfectoraux. Maintenant, nous souhaitons aussi dans ce cadre-là aussi avoir un hôpital de performance parce qu'aujourd'hui, nous perdons beaucoup d'argent à évacuer les gens sur le Maroc, sur la France, etc. Donc, il nous faut une clinique de référence où nous aurons tous les équipements pour pouvoir soigner. Par exemple, l'hôpital chinois de Kipé, nous avons des médecins, et nous pouvons avoir aussi des médecins de la coopération avec la Chine, mais il nous faut un certain nombre d'appareils qui nous manquent aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Ebola nous a fatigués parce qu'on n'a pas de route. L'Ebola s'est développé en forêt. Pour aller en forêt, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudronné. Il faut parfois utiliser l'hélicoptère. Donc si nous voulons ne plus subir les conséquences d'une maladie, ça peut toujours venir, on ne peut pas empêcher une maladie de venir, mais il faut développer des infrastructures routières, c'est-à-dire il faut goudronner les routes. Ça, c'est la deuxième leçon que nous avons tirée. La troisième leçon, c'est de favoriser l'entrepreneuriat guinéen et africain. Parce que lorsqu'il y a eu l'Ebola, beaucoup d'expatriés sont partis, ils ont fermé les usines. Donc si nous ne voulons plus subir de telles conséquences, il faut qu'on développe l'entreprise privée en Guinée. Il faut qu'on amène les importateurs guinéens à privilégier l'industrie plutôt que le commerce. Et aussi les Africains. Dernièrement, nous avons reçu une forte délégation d'hommes d'affaires du Nigeria, puisque les hommes d'affaires nigériens ont beaucoup de moyens. Nous voulons donc non seulement favoriser les hommes d'affaires privés, mais développer le partenariat public-privé, c'est-à-dire l'État actionnaire minoritaire, mais pour soutenir les privés guinéens et les privés extérieurs. Parce que si les usines c'est des usines dirigées par les Guinéens ou des Africains, et que les bolets ne vont pas partir parce qu'ils sont là. Donc déjà, aujourd'hui, nous allons signer avec Toguna tout à l'heure pour l'installation de l'usine d'engrais. Parce qu'acheter l'engrais à l'extérieur, ça nous coûte des devises et ça fait monter le dollar. Par contre, si nous avons l'usine d'engrais sur place, nous payons en francs guinéens. C'est suivi aussi de l'installation d'une usine d'alimentation du bétail. Parce qu'au niveau de l'élevage, nous avons beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est la divagation qui entraîne des affrontements parfois jusqu'à mort d'homme entre les éleveurs et les paysans. Donc la condition de l'usine d'alimentation bétail qui va se faire rapidement, bétail comme volaille, va permettre de développer les rangs, c'est-à-dire de parquer les bœufs, ce qui va les empêcher d'aller divaguer sur les champs et en même temps diminuer le vol de bétail. Mais en même temps, nous avons une vache, une race d'en bas qui est très solide, mais qui n'est pas très gros. Donc aussi, maintenant, commencer les sélections, le croisement. Nous allons travailler avec le Brésil, avec la Biélorussie, etc. pour le croisement, afin d'avoir des bœufs beaucoup plus gros. Et nous allons aussi initier l'embouche, c'est-à-dire faire l'élevage uniquement pour la boucherie, qui consiste à nourrir les veaux très rapidement, comme on fait pour les oies. Pour Noël, on gave les oies et puis ils sont prêts pour Noël. Pour que nous ayons la viande pour la boucherie, ce qui va être tout à fait différent de l'élevage traditionnel. Et en même temps aussi, nous allons faire en sorte, l'autre leçon que nous avons tirée, c'est de ne plus exporter nos produits bruts et de les transformer. L'exemple le plus patent, c'est la pomme de terre. Les femmes de Timimadina et de Mali produisent beaucoup de pommes de terre, mais vendaient ça au Sénégal, puisque les Guinéens ne veulent pas consommer de pommes de terre. Lorsque les fontaines étaient fermées, les pommes de terre ont pourri. Donc ça a été une grande perte pour les femmes. À partir du moment donc, nous avons décidé de transformer les pommes de terre sur place, pas seulement les pommes de terre, la plupart, que ce soit les oranges, que ce soit les tomates, etc., de développer donc l'agro-industrie pour les transformer sur place. Puisque quand c'est transformé, ça ne pourrit pas. Nous allons faire la pose de la première pierre de l'usine de pommes de terre incessamment à Timimadina, mais aussi ça sera valable pour les autres productions agricoles, afin qu'on ne soit plus dépendant du marché extérieur. Voilà donc une série de leçons que nous avons tirées de l'Ebola.
Mais nous demandons aussi aux Guinéens aussi de tirer une leçon. Lorsqu'on a fermé les frontières, on n'a pas fermé pour les Peuls, on n'a pas fermé pour les Malinqués, on n'a pas fermé pour les Soussous. Il y a des Malinqués et des Peuls au Mali qui pouvaient voyager. Il y a des Malinqués et des Peuls au Burkina qui pouvaient voyager. Il y a des Malinqués en Côte d'Ivoire qui pouvaient voyager. Il y a des Soussous et des Malinqués et des Peuls en Guinée-Bissau qui pouvaient voyager. Seuls les Guinéens ne pouvaient pas voyager. Donc les gens doivent comprendre qu'avant de se dire Peuls, Malinqués ou Soussous ou bien Forestiers, etc., on est d'abord Guinéens. Donc la population guinéenne aussi doit tirer les leçons de savoir que l'ethnocentrisme ne sert à rien et que la Guinée, c'est d'abord la carte d'identité. On est d'abord Guinéen. Quand il y a un problème, c'est les Guinéens qui sont concernés. Donc chacun de nous doit tirer les leçons de la crise de l'Ebola qui nous a tant fatigués. Voilà les 4 leçons que nous avons tirées. Les Guinéens aussi doivent tirer cette leçon au niveau du comportement ethnique. Est-ce que c'est l'ethnie ou c'est la nation? Quand ça ne va pas, quand on dit que les Guinéens ne peuvent pas aller au Canada, on s'en fout que vous soyez Peul, Malinké, Guérzé ou Martien, si vous n'irez pas. Donc ce qui nous lie, c'est d'abord notre cas d'identité et ce qu'on doit privilégier. Voilà donc les différentes leçons que nous avons tirées. Ensuite, il y a la coopération. On a eu une petite crise avec le Sénégal. Donc le dernier voyage du Sénégal nous a permis de renforcer sérieusement non seulement les relations, mais de privilégier aussi les relations économiques. Et avec le Sénégal, nous avons décidé de renforcer nos relations dans le domaine de l'énergie, parce que l'énergie est fondamentale en Afrique de l'Ouest. Or, on a beaucoup de projets de barrages. Donc, nos amis sénégalais ont souhaité que la Guinée accélère la construction des barrages pour fournir l'électricité à la fois au Sénégal, mais aussi au Mali. Et nous avons des barrages sur le fleuve Concouré, le barrage Swapiti et Amaria. Ensuite, ce fera le Sénégal, Kokoutamba, Balia et Balassa. Swapiti, c'est 550 MW, Amaria, 500 MW. Kokoutamba, Balia, Boulia et Balassa, ça fait 700 MW. Nous avons déjà le financement de l'interconnexion et les travaux de l'interconnexion vont concerner le transport de l'électricité sur le Sénégal et sur le Mali. Le financement a été obtenu par la Banque africaine de développement et par la Banque islamique de développement. Donc les travaux vont commencer, mais ça permet d'envoyer le courant au Sénégal et au Mali, mais ça permet de donner le courant à tout le territoire guinéen qui sera traversé, parce que les hautes tensions vont traverser le territoire guinéen. Donc tous les préfectures qui seront sur le tracé auront le courant. Donc les Sénégalais souhaitent que nous accélérons comme nous l'avons fait pour Kalita. Kalita était un barrage qui devait être fait dans le cadre de l'UNVG, c'est-à-dire la Guinée, le Mali, la Gambie et la Guinée-Bissau. Mais comme il y avait trop de retard, j'ai décidé que ce barrage soit construit par la Guinée seule. Donc nous avons mis 120 millions de dollars pour accélérer. Au lieu de payer 10% qui était prévu par le prêt chinois, nous avons payé 20%. C'est-à-dire de payer 60 millions, nous avons payé 120 millions de dollars. Ce qui a permis à l'entreprise de commencer le barrage avant même qu'Exim Bank n'octroie de crédit. Donc nos amis souhaitent qu'on développe cette procédure. Et évidemment, en ce qui concerne Swapiti, les études de faisabilité sont déjà prêtes. Nous sommes en train de nous battre pour que Swapiti commence avant la fin de l'année. Pour que Garafiri donne les 115 MW, il faut que Kalita lui donne l'eau. Pour que Kalita puisse donner toute l'année 240 MW, il faut que Swapiti lui donne l'eau. Le barrage, il y a la partie eau qui prend moins de temps et la partie turbine qui prend plus de temps. Mais le besoin urgent que nous avons aujourd'hui, c'est la partie eau. Parce qu'aujourd'hui, le paysage industriel dans le monde est en train de changer. Pendant longtemps, la Chine a été l'usine du monde, avec beaucoup de conséquences, surtout sur l'environnement. Donc, aujourd'hui, la Chine aura tendance à moins développer la sidérurgie, la météorologie, plutôt à faire ça à l'extérieur. Parce qu'il y a énormément de problèmes de pollution. Donc, si nous avons l'énergie, nous pouvons produire l'acier et l'aluminium sur place, parce qu'il faut de l'énergie. C'est pourquoi il est extrêmement important pour nous de développer l'énergie.
Nous avons que Bendou qui peut donner le barrage à toute la petite. Donc, que les grands barrages que nous avons construits doivent être des barrages essentiellement consacrés à l'industrie. Nous avons le barrage de Kogon qui va être construit en BOT, puisqu'il y a déjà une société qui est dessus et qui va commencer bientôt. Ça, c'est dans la zone de Bokeh. Mais ce barrage servira essentiellement à fournir le courant aux entreprises minières qui sont dans la région, mais aussi à fournir le courant à Bokeh aux environnants. Ensuite, c'est le point de la sécurité. Il est là aujourd'hui qu'aucun de nos pays n'est à l'abri des mouvements qui se développent au Mali, au Nigeria, etc. Donc nous sommes mis d'accord de faire des patrouilles communes, de non seulement des champs d'information, mais de faire des patrouilles communes à travers nos frontières pour éviter justement l'infiltration des extrémistes et le développement de l'insécurité chez nous. Et c'est à cette occasion, lorsque nous avons appris que le président de Guinée-Bissau voulait démettre le Premier ministre, on l'a appelé, on l'a envoyé l'avion de commandement du président Macky, puisque moi je suis médiateur, lui représentant la CEDEAO. Nous l'avons fait venir pendant 2 jours pour essayer de lui expliquer qu'on trouve une solution afin qu'il ne démette pas le Premier ministre. Parce que la Guinée-Bissau, c'est un régime comme au Cap-Vert ou bien Sao Tomé-Príncipe, c'est un régime parlementaire. Pourquoi nous avons fait ça? On a déjà le problème du Mali, on a le problème du Nigeria. Nous ne voulons pas une crise à nos frontières. Or, la Guinée-Bissau a frontière avec la Guinée, frontière avec le Sénégal. Donc s'il y a instabilité, c'est encore un grand risque pour nos 2 pays. Voilà donc pourquoi malheureusement nous n'avons pas réussi. Bon, mais on va continuer à travailler avec eux, avec le PAIGC, avec le président, pour arriver à une solution acceptable pour que le président ait quand même un minimum de pouvoir, même si ce n'est pas constitutionnel, qu'on trouve un modus vivendi qui peut permettre, sans violer la Constitution, mais qui peut permettre au président quand même d'avoir un budget de souveraineté et d'avoir un certain rôle. Bon, voilà en gros les différents points que je voulais développer avant de répondre à vos questions. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième étape, questions-réponses. Ali Silla, au compte des radios privées. Merci, Monsieur le Président de la République. Ma première question est la suivante. Depuis quelques semaines, le président Dadis tente de rentrer en Guinée, mais en vain. Est-ce qu'il n'est pas judicieux pour vous d'entrer en action pour faciliter son retour au pays? La deuxième question, ces derniers temps, on a suivi la sortie médiatique de Papa Kouli Kourma, jusque-là ministre conseiller auprès de vous. Il s'est dit frustré et vous reproche de n'avoir pas respecté vos engagements en 2010. Votre commentaire? Papa Kouli Kourma. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai déjà dit que je ne commente pas une sorte de Dadis, que tout homme est libre. Ensuite, je ne suis pas président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un État souverain. Le président Alassane prend des décisions qu'il estime prendre dans son pays. Et moi, je prends des décisions en Guinée que j'estime prendre, comme j'ai imposé à la mouvance, de signer un accord contre leur volonté, parce que c'est l'intérêt supérieur de la Guinée. Donc moi, je ne commente pas ces questions. En 2010, nous avons signé des accords. Ces accords disaient que le poste de Premier ministre viendrait à la Basse-Guinée et le poste de président de l'Assemblée à la Forêt. Voilà les accords que nous avons signés. Après l'élection, Papa Kouli me voir avec le ministre Ousmane Ba. C'est pourquoi je dis son complice, même s'il refuse le terme. Il a dit qu'il va être ministre d'État à l'énergie. Ousmane Ba a dit qu'il va être ministre d'État aux travaux publics. Ce que je ne n'aurais pas dû accepter d'ailleurs, parce que ce n'est pas un ministre à choisir son poste, c'est le président qui doit dire tel poste. Mais enfin, j'ai accepté. Voilà. Donc, il n'a jamais eu de question que Papa Kouli soit président de l'Assemblée ou pas. On a dit que le poste reviendra à quelqu'un de la Forêt. Est-ce que le président de l'Assemblée est de la Forêt ou pas? Est-ce que le premier ministre de la Basse-Guinée ou pas? Le reste, vraiment, je ne commente pas. Et je n'ai jamais commenté les déclarations. Tous les journalistes sont là. Tout le temps où j'étais opposant, je n'ai jamais répondu à quelqu'un, ni à un homme politique, ni à un journaliste. Aucun journal ne peut dire ici que j'ai utilisé le droit de réponse. Il n'y a aucun journal, vous n'avez jamais vu droit de réponse Alpha Condé. Jamais. Ce que Dieu et son homme Sako, dans l'indépendant, ou je ne sais pas l'indépendant, chaque semaine, il y avait un article contre moi. Au point que cela lui a dit un jour, mais moi je suis journaliste comme toi, mais tu n'es pas crédible. Chaque semaine tu attaques. Mais je n'ai jamais répondu, ce n'est pas mon problème. Donc moi, les hommes politiques sont libres de raconter ce qu'ils veulent, vraiment c'est là l'affaire. Mais ce qui est là, ce qui est clair, c'est que c'est lui qui a demandé d'être ministre d'État à l'énergie. Et Ousmane Ba est là, son numéro 2. Alors,
Maintenant, chacun est libre de raconter ce qu'il veut. Merci, Monsieur le Président de la République. Mohamed Diabaté, au compte de la presse écrite privée. Monsieur le Président, bonjour. En fait, nous, à notre niveau, on a été attirés par l'affaire des caches d'armes et rébellions de Kéréma. Monsieur le Président, cette affaire suscite beaucoup de polémiques. Pour certains, c'est un faux débat. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des preuves matérielles qui justifient la militarisation de cette localité? Ça, c'est la militarisation de cette localité. Je parle de Kéréma, bien sûr. Kéréma, la localité de Kéréma. Je demande s'il y a aujourd'hui des preuves matérielles qui justifient la militarisation de cette localité. Vous avez été à Kéréma? Monsieur le Président, si vous... Vous avez été à Kéréma pour voir si c'est militarisé. Vous avez été là-bas? Bon, Monsieur le Président... Je vous pose la question. Vous avez été à Kéréma? C'est juste des questions, Monsieur le Président. Vous dites que c'est militarisé. Vous avez été à Kéréma? En quoi Kéréma est militarisé? En quoi? Monsieur le Président, si vous permettez, on peut continuer. Non, mais écoutez, ne dites pas n'importe quoi. Oui, Monsieur le Président. Lorsque j'étais à Zéro-Corée, oui, j'ai dit qu'il semble qu'il y a des éléments qui s'entraînent à Kéréma. On a envoyé faire des enquêtes, on a dit, et puis c'est tout fini. Depuis quand vous avez vu des convois militaires aller en forêt ou des convois de gendarmes pour militariser Kéréma? Je peux vous payer un billet, vous allez à Kéréma et vous revenez, vous me dites si c'est militarisé ou pas. Ça me ferait plaisir, Monsieur le Président. Il faut quand même être sérieux quand vous voulez parler de militarisation. Si vous voulez, on peut vous louer un avion. Il y a des avions privés ici, on peut vous louer un avion. 7 journalistes, vous allez à 7, l'avion débarque à Zéro-Corée et vous allez à Kéréma. Je suis prêt à vous louer un avion, vous allez, des journalistes qui veulent vous aller à Zéro-Corée, je vous loue l'avion, vous allez à Zéro-Corée. Et des Zéro-Corée maintenant, vous pouvez aller à Kéréma, à ce moment-là, vous viendrez me dire si c'est militarisé ou pas. Je suis prêt à vous payer l'avion même demain. Ok, merci Monsieur le Président, c'est gentil. Mais Monsieur le Président, la deuxième question, c'est par rapport aux élections présidentielles à venir, c'est-à-dire les élections du 11 octobre 2015. Pour mémoire, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que les élections de 2010 ont été émaillées de violence. On prend l'exemple de Kouroussa, Sigiri, Dalaba et Pita. Monsieur le Président, quelles sont les dispositions prises pour éviter de revivre cette même situation lors des prochaines élections? Je vous remercie. Que tout le monde reconnaît, que ce soit les nationaux ou nos partenaires, tout le monde reconnaît que toutes les conditions se réunissent pour qu'on ait des élections libres, démocratiques et crédibles. Et deuxièmement, contrairement à avant, désormais, la Guinée doit être un état de droit. Ça veut dire qu'il y a des droits et des obligations. Le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Administration du Territoire et le ministre de la Justice l'appelleront à chacun. Il n'est plus question qu'on accepte que l'état de droit soit mis en cause. Donc, je peux vous rassurer que cela ne se produira pas. Il y a la loi et les ministres expliqueront quelles sont les dispositions de la loi. Et ces dispositions s'appliqueront de façon rigoureuse. Je dis bien de façon rigoureuse. Tout ce qui est prévu par le code pénal sera rigoureusement appliqué. Parce que l'état de droit, ça veut dire aussi respecter les biens, les personnes, respecter les personnes et les biens. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui que toutes les revendications ont été satisfaites. C'est la mouvasse qui devrait plutôt descendre dans la rue. Si quelqu'un devrait descendre dans la rue, c'est la mouvasse qui devrait descendre dans la rue, contester le président. Parce que le président a accepté des choses qu'ils ne veulent pas. Je comprendrais que la mouvasse descende dans la rue, mais descende dans la rue contre le président, pas pour les élections, mais contre le président, parce que le président a accepté des choses inadmissibles pour eux. À la rigueur, je peux concevoir qu'ils descendent dans la rue, mais je suis certain qu'ils ne casseront pas quelque chose. Mais ils sont libres de descendre dans la rue pour montrer qu'ils sont mécontents du président, parce qu'il a accepté ce qu'il ne devait pas accepter. Mais cela ne met pas en cause l'élection. Manifester contre le président, c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'élection. Vous pouvez manifester contre le président parce que vous n'êtes pas d'accord avec ses décisions. La mouvance n'est pas contente, et puis vous manifester contre moi, c'est leur droit. Mais moi, j'estime que l'intérêt supérieur de la nation prime sur les intérêts individuels et particuliers. L'intérêt supérieur de la nation est supérieur à l'intérêt du RPG,
arc-en-ciel supérieur à l'intérêt des partis alliés. Mais je ne les interdis pas de me contester dans la rue, c'est leur droit. Ah bon? Parce que vous voulez le faire alors? Merci, Monsieur le Président de la République. Talibidos Kamara, au compte de la presse en ligne. Abdul Karim Kamara de la presse internationale se prépare. Monsieur le Président de la République, après l'inculpation du capitaine Moussa Dadis Kamara par les juges guinéens, est-ce que la Guinée est prête à le juger maintenant? Deuxième question. Aujourd'hui, grâce à votre leadership, vous avez pu regrouper autour de votre candidature l'essentiel des formations politiques guinéennes. Récemment, nous avons entendu dans les couloirs que le RPZ Arc-en-Ciel serait la seule formation politique autour de vous à battre campagne. Pensez-vous que cela ne va pas entraver à vos objectifs d'être réélu dès le premier tour? Troisième question. Que répondez-vous à vos détracteurs qui affirment que si vous êtes réélu, Oui. qui affirment que si vous êtes réélu, vous ne gouvernerez qu'avec les Malinqués. Avec les Malinqués. La dernière question. Non, laissez s'il vous plaît. Laissez libre. Oui. Monsieur le Président, vous venez de rentrer d'une mission à l'intérieur du pays qui vous a permis de sillonner plusieurs localités, communes comme communes rurales comme communes urbaines. Vous avez entendu beaucoup de choses à propos de l'intérieur. Quel a été votre constat personnel par rapport à ce que vous avez entendu? Je vous remercie. Si vous connaissez le fonctionnement de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale intervient par défaut. C'est-à-dire, quand le tribunal national ne peut pas, alors la Cour internationale prend le dossier. Nous avons mis en place un pool de juges. Il y a plus de 13 personnes qui sont inculpées, y compris les gens qui sont à la présidence. Il revient au juge de décider qui est coupable, qui n'est pas coupable. Ils ont entendu, je ne sais pas combien de milliers de témoignages. Donc, toute personne inculpée ne veut pas dire coupable. Mais les gens inculpés, qu'ils soient présidents ou derniers paysans, est soumis aux mêmes choses. C'est-à-dire, nous espérons que la justice guinéenne fera honneur à l'Afrique en étant capable de juger les atteintes aux droits de l'homme et qu'on ne sera pas obligé d'envoyer quelqu'un à la haie. Donc il revient à la justice guinéenne librement, sans ingérence aucune, de faire son travail. Il y a 13 personnes inculpées, les 13 ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Ce n'est pas particulier à quelqu'un. Vous savez, en Guinée, on pense que plus le mensonge est gros, plus ça passe. Et moi, j'ai 50 ans d'expérience politique derrière moi. Je ne suis pas un nain politique. C'est des nains politiques qui mentent. Il faut être fou. D'abord, j'étais dans les sous-préfectures. Je n'ai pas été en ville. Personne ne m'a vu à Cancan. Je venais à Cancan pour dormir. J'ai fait des sous-préfectures de Sigiri, je n'ai pas mis pied en ville. J'ai fait des sous-préfectures de Mandiana, je n'ai pas pris. Vous pensez que ça intéresse les paysans que je dise qui va gouverner? C'est que vous ne connaissez pas le pays. Partout où je vais, des paysans disent, depuis l'indépendance, jamais un président n'a mis pied ici. Jamais. À Bokeh, j'ai fait toutes les sous-préfectures, sauf Sansali. Pourtant, Sansali, c'est la sous-préfecture à laquelle je tiens le plus. Parce que c'est là où mon homonyme était chef de canton. Mais Sansali a un problème. Moi, je peux aller en hélicoptère, mais ma garde ne peut pas aller. Donc, sur l'ensemble, la seule sous-préfecture que je n'ai pas faite à Bokeh, c'est Sansali. J'ai fait toutes les sous-préfectures de Breka, toutes les sous-préfectures de Fria. Je n'ai pas pu faire toutes les préfectures de Cancan, il y a 3 que je n'ai pas fait, 3 que je n'ai pas fait à Mandiana, il y avait aussi, je ne sais pas combien que je n'ai pas fait à Koursan. Pourquoi je suis parti dans les sous-préfectures? Moi, je ne suis pas l'élu des riches, ce n'est pas les riches qui m'ont élu, ce n'est pas les cadres. Combien de cadres osaient venir chez moi quand j'étais opposant? Il y en a très peu. Je reconnais à quelqu'un comme Baïdi, Baïdi venait chez moi, c'était l'un des cadres qui avait le courage de venir chez moi à cette époque-là. Il y a combien de journalistes qui venaient chez moi, Ben Daouda? Il y a combien? Vous-même les journalistes. Il y a combien qui venaient chez moi? Si je ne sais pas Ben Daouda, Fodé Silla, Serge Daniel, ou bien Savané, ou bien Cissé. Quels sont les autres journalistes qui venaient chez moi? Vous êtes là? Qui? En dehors de ces quelques-uns que j'ai Tibou. Comment là? Si. Tibou.
Voilà des journalistes qui venaient chez moi. Tous les autres là, j'étais pestiféré. Les cadres qui venaient chez moi. Ceux qui venaient chez moi venaient la nuit en garant leur véhicule très loin. Bon, quel homme d'affaires qui m'a financé? Demandez à un seul diamantaire banquier s'il m'a financé. Demandez à un seul commerçant ici s'il m'a financé. Mais qui m'a fait élire? C'est des gens qui ne savent même pas parler français. Quand ils disent RPD, ils disent RPC. Ils sont où? Dans les structures, dans les districts. Je suis devenu président pour travailler pour eux. Et comment je peux travailler pour eux? Même vous n'avez qu'à être le meilleur médecin. Si vous ne connaissez pas une maladie, vous ne pouvez pas soigner. Je vais dans les préfectures, j'écoute. Parce qu'eux, ils me parlent librement. Je ne leur ai pas donné de l'argent, pas donné de diamants. Donc je les écoute. Ils me disent quelles sont leurs préoccupations. Est-ce que leurs préoccupations, c'est quoi? C'est les pistes, c'est l'hôpital, c'est le centre de santé, c'est le centre culturel, etc. C'est l'aménagement, etc. Donc, je dis, je vous écoute. Et ils me disent ce qui est fait de bien, mais ce qui leur manque, ils exercent leurs problèmes. Si vous écoutez les biens, ils le disent. Et moi, je m'engage. Et quand je m'engage, je le fais. J'ai été à Mamou. Tous les structures m'ont posé les problèmes de forage. Allez, dans toutes les structures, j'ai été, s'il n'y a pas déjà, les forages n'ont pas été déjà faits. Quand moi, je prends des engagements, je les respecte. J'ai été à Bouquet, Dabis a demandé un tracteur, ils ont eu le tracteur le lendemain. Les routes, dès que la pluie va s'arrêter, les routes, que ce soit la route de Dabankou, la route sur aller à Kanfarandé, etc., tout ça, ça va être bon. Et quand j'ai été à Kanfarandé, par exemple, Kanfarandé s'appelait avant Victoria. C'était la sous-préfecture la plus développée de Bouquet. KPC vient de là-bas, Sampil vient de là-bas. Mais quand les choses du Kanfarandé, c'est un désert. Les maisons, les belles maisons coloniales sont en ruine, etc. Mais c'est inadmissible. Mais si je ne vais pas là-bas, comment je le suis? J'ai appelé les gens de Kanfarandé, j'ai dit c'est inadmissible. Ils m'ont dit, président, non, on ne peut pas aller. Si tu vas là-bas, tu meurs. Bon, ça c'est vos... Mais c'est vos croyances, moi, je respecte. Non, moi je ne force personne. Ils ont dit, président, on ne peut pas aller là-bas. Parce que si vous allez là-bas, vous mourrez. Bon, j'ai dit, bon, d'accord, vous ne venez pas, mais alors, vous allez participer avec l'État, vous allez participer financièrement, comme vous n'êtes pas d'accord, mais je vais vous imposer, puis vous avez des moyens, vous allez participer financièrement. Ensemble, on va rénover les bâtiments coloniaux, on va refaire le port, etc. Je ne vous oblige pas à aller là-bas, mais financièrement, vous allez participer. Ça, au moins, vous ne pouvez pas dire que votre argent va mourir. Bon, donc je vais dans les sous-préfectures pour écouter les paysans. Et vous savez, jusqu'à présent, les chefs d'État favorisent la capitale. Parce que c'est la capitale où les gens contestent. Moi, je n'ai pas peur de Conakry. Je n'ai pas peur de vous. C'est pourquoi j'ai fait les fêtes d'indépendance délocalisées. Parce qu'avant, tout était concentré à Conakry, on s'en fout de l'intérieur. Mais 70% de la population guinéenne, au moins, c'est des paysans. Mais quand vous manifestez, donc le gouvernement a peur. Moi, vous n'avez qu'à manifester jusqu'à demain, je m'en fous, je n'ai pas peur, je m'en fous. Je m'en fous. Donc, les paysans, c'est leur problème, c'est eux. Moi, je suis venu pour travailler pour ces gens-là. Je suis venu pour travailler pour les pauvres, c'est eux qui m'ont mis ici. Je n'étais ni le candidat de la France-Afrique, ni le candidat des hommes ni des grands cadres. D'abord, on ne peut pas s'entendre, parce que les grands cadres sont habitués à piller le pays, et moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, tout nous opposait. Alors, pourquoi voulez-vous que je n'aille pas dans les sous-préfectures? C'est eux qui m'ont élu. Est-ce que je suis élu pour... Comment je peux connaître leurs problèmes en étant assis ici? Vous pensez que les ministres, quand ils viennent, ils vont me parler des problèmes des paysans? 80% des problèmes des paysans, non. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Les préfets, comme les préfets vont dans les districts, pourquoi on a eu des problèmes de l'Ebola? Parce que les paysans n'avaient pas l'habitude de voir les gens. Ou ben, quand ils viennent, c'est pour les pressurer. Quand ils viennent, c'est pour faire du brigandage sur eux. Et les diplomates, l'ambassadeur des États-Unis, par exemple, qui va dans les villages, les gens lui disent, mais nous, on va pas. Quand les autorités viennent ici, c'est pour nous faire du mal, c'est pour prendre nos biens. Donc les gens étaient réticents. Une des raisons de réticence, c'est ça. Parce que les paysans ne sont pas habitués à voir les autorités. Ils ne viennent jamais. S'ils viennent, c'est pour brigander. Donc, il y a une résistance. Mais si moi je commence à aller dans les sous-préfectures, le préfet, le gouverneur, il est obligé d'y aller. D'abord, je vais avec lui. Je vais avec le gouverneur, je vais avec le préfet, ils sont avec moi. Et puis, on commence à parler. Il a dit, bon, moi, je suis venu ici. J'ai été à Mamoudou. Mamoudou, c'est un coin absolument difficile à faire. Mais si moi, le président vient, comme le gouverneur va venir, comment le préfet ne va pas venir? Donc, les préfets et les gouverneurs sont obligés maintenant d'aller vers le petit peuple, d'aller dans les districts, pour que les gens soient habitués à... Il n'y a pas d'autorité. Dans les districts, il n'y a pas d'autorité. Le pouvoir n'existe pas. Parce que les autorités ne vont jamais... Si les autorités ne vont pas, il n'y a pas de pouvoir. Alors, si les gens sont habitués à ne pas avoir de pouvoir, le jour où le pouvoir vient, ils sont réticents. Et quand on dit pouvoir, le pouvoir doit être exercé sur l'ensemble du territoire.
et au profit des citoyens. Ce qui n'est pas le cas en Guinée. Et ce qui va être le cas désormais. Voilà pourquoi j'étais dans la sous-préfecture. Mais on a dit que je vais gouverner avec les Malinqués. On n'a qu'à dire que je vais gouverner avec les Martiens. Ça, c'est l'affaire de ces gens-là. Moi, je suis un président de la ferme, je suis un panafricain. Vos histoires d'ethnie, là, ça c'est vous que ça regarde. J'ai posé la question à certains amis qui étaient avec moi en France, qui ont manqué de courage. Quand on combattait ces cultures, il n'y avait que 2 Malinqués, Kaka et moi. On disait que tous les Malinqués me combattaient en France. On disait qu'ils étaient décemment des Peuls. Mais moi, je m'en fous. J'ai dit aux gens, mais attention, je ne suis l'instant de personne. Je me bats pour une cause. Je ne crois pas qu'il y ait un cadre guinéen, des scans, opposants qui a écrit un livre que j'ai écrit, Guinée-Albanie d'Afrique, néo-colonie américaine, mais c'est l'autorité malinquée. Donc vraiment ça, vous savez, les hommes politiques sont libres de mentir. C'est des petits bonhommes qui mentent. Ça, c'est leur problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je ne m'intéresse pas à ça. Ce qui m'intéresse, c'est résoudre des problèmes des paysans, résoudre des problèmes. Vous dites, vous êtes contre l'électricité. Moi, on n'a rien dit. Qui a fait la propagande? Est-ce que moi, je vous ai même dit, vous avez de l'électricité? Personne n'en a parlé. Vous avez vu? C'est la même chose pour les paysans. Il n'y a pas que la ville, la capitale qui doit être favorisée. Le pays, ce n'est pas Conakry, c'est tout le pays. Donc, il faut aussi penser à ces gens. Les paysans sont plus utiles que vous, parce que si vous ne mangez pas, vous n'allez pas tenir. Et qui vous donne à manger, c'est les paysans. Voilà pourquoi je vais dans les sous-préfectures et les districts. Et je vais continuer à y aller. Je ferai des sous-préfectures du Fouta, comme j'ai fait les sous-préfectures de la Basse-Guinée, puisque j'ai fini en Haute-Guinée en forêt, je vais faire la même chose. J'ai fini Fria entièrement, j'ai fini Dubreuil entièrement, j'ai fait la même chose, j'ai fini Boké entièrement, j'ai fait la même chose dans les sous-préfectures. C'est là où on voit les problèmes des gens. Le préfet ne peut pas me dire parce que lui-même il n'y va pas. Le gouverneur ne peut pas me dire parce que lui-même il n'y va pas. Comment il va me dire les préoccupations des gens quand lui-même il n'y va pas? Et puis les gens sont libres, ils parlent librement. Ils parlent librement, ils disent ce qui ne va pas. Il y a des préoccupations, ce qui ne va pas, ils disent. Et moi, je suis là pour résoudre. Ce que je peux faire, je dis ça, je peux, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre d'engagement quand je ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai été dans cette structure. Maintenant, vraiment, ceux qui pensent que plus le mensonge est gros, plus ça passe, c'est leur problème. Mais ils sont rattrapés par le mensonge. Quand on ne peut plus critiquer le bilan, qui va critiquer le bilan? Qui vous a entendu? Mais quand on va critiquer le bilan, on invente le sexe des anges. Et comme un politicien aussi averti que moi, va dire à des paysans, encore que je dise à des cadres, c'est avec vous que je vais gouverner, ça a un sens, mais je vais aller dire des paysans, je vais gouverner avec les Malinqués. Au moins si j'avais réuni des cadres Malinqués, on peut comprendre que je leur dis ça. Mais je vais parler avec les paysans, mais ils s'en foutent quel est le cadre qui va être là. Ce qui l'intéresse, il n'a pas de forage, il veut un forage. Il n'a pas de dispensaire, il veut un dispensaire. Il n'y a pas de centre culturel pour les jeunes, il n'y a pas de stade, il veut ça. Mais il s'en fout que, je ne sais pas, Lougui soit ministre ou bien Damanta. Et c'est pas Lougui est ministre, ça va lui donner le forage, ça va lui donner le centre de santé, ça va lui donner le centre culturel, ça va lui faire gratter ses pistes. C'est ça qui intéresse les gens. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas en contact, vous ne les connaissez pas, quel est le journaliste ici qui a fait le sous-préfecture? Aucun d'entre vous. Je vous défie. Aucun de vos journalistes ne peut me dire, voilà la préoccupation des paysans, ça ne vous intéresse pas? Vous êtes tous assis à Conakry? Merci, Monsieur le Président de la République. Abdul Karim Kamara, c'est voilà pour la presse internationale. C'est pas la peine de rire, c'est voilà pour toi aussi. Aminata Sangaré de la Radio Nationale se prépare. C'est Karim Kamara, correspondant de l'Amérique Service langue anglaise. Monsieur le Président, un accord politique a été signé récemment entre les acteurs politiques guinéens sous la présidence de la communauté internationale. Mais l'opposition... Non, la Guinée est un État souverain. Personne ne peut venir de l'extérieur et présider. Apprenez à être moins dépendant. Ce n'est pas sur la présidence. Ils étaient là comme témoins. Pas de présidence. Les Guinéens eux-mêmes, ils étaient là comme témoins. Ils nous accompagnaient. Pas sur leur présidence. Il faut rectifier d'abord. Ok. Merci, Monsieur le Président. Soumis, moi, je ne serai pas soumis en tant que président. Okay. Merci, Monsieur le Président. Bon, maintenant, l'opposition guinéenne a toujours des doutes sur l'applicabilité de cet accord. Monsieur le Président, quelle garantie avez-vous à donner à l'opposition guinéenne? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, Monsieur le Président. Je suis là, bon, je ne parle pas maintenant de Dadis Camara, mais plutôt son avocat, qui menace de porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais, Monsieur le Président, si la Guinée c'est un pays, si la Guinée c'est un pays innocent dans l'affaire de Dadis, j'aimerais bien que vous répondiez à ma question. L'avocat de Dadis menace de porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour empêcher le retour de Dadis en Guinée. Monsieur le Président, c'est juste mes questions. L'avocat est libre
de porter plainte. Il est libre de porter plainte où il veut. Ça, c'est pas mon problème, c'est son problème. Il n'a qu'à porter plainte, c'est pas mon problème, c'est son problème. Et ensuite, l'accord avec l'opposition, c'est quoi? On a été très loin. Il y a quand que Dieu son âme et de la mouvance présidentielle. D'abord, il faut être clair. Je me suis toujours battu pour une CENI indépendante, professionnelle. J'ai même fait un document. Lorsque j'ai présenté, c'est des mecs qui parlent aujourd'hui qui ont dit non. Comment? 2 fois j'ai présenté sous Kouyaté. On dit comment voulez-vous qu'on ne fasse pas confiance à un président, à un premier ministre qui est émis par les forces vives? Deuxièmement, j'étais pour les élections législatives avant les présidentielles. On connaît quel est l'opposant qui a dit non. Si le président ne peut pas avoir de majorité, il faut d'abord le président. C'est pour qu'il ait la majorité. Ça veut dire que le président va tricher pour avoir la majorité. Voilà. Mais tout le monde sait, au niveau des forces vives, qui a défendu cette position-là. L'autre, qui est décédé, que Dieu son âme, représente NGR, AB, qui a décidé de me soutenir. Donc, c'est 2 postes qui appartiennent à la majorité. Une fois que vous êtes membre de la CENI, quand vous avez été prêté serment, vous n'appartenez plus à un parti, vous avez prêté serment. Donc, vous appartenez maintenant à la CENI. Vous avez l'obligation de respecter vos engagements de votre prêté serment. Maintenant, le nomadisme politique dans le monde entier. Vous avez entendu ce matin que Robert Bourgi soutient François Fillon, alors qu'il était longtemps l'homme de Sarkozy. Mais il est libre. On a vu, quand Wade est venu, des gens du PS aller... Politique guinéenne. Récemment, nous avons entendu dans les couloirs que le RPZ Arc-en-Ciel serait la seule formation politique autour de vous à battre campagne. Pensez-vous que cela ne va pas entraver à vos objectifs d'être réélu dès le premier tour? 3e question. Que répondez-vous à vos détracteurs qui affirment que si vous êtes réélu, qui affirment que si vous êtes réélu, vous ne gouvernerez qu'avec les malinqués? Avec les malinqués. La dernière question. Non, laissez s'il vous plaît. Laissez libre. Oui. Monsieur le Président, vous venez de rentrer d'une mission à l'intérieur du pays qui vous a permis de sillonner plusieurs localités, communes comme communes rurales comme communes urbaines. Vous avez entendu beaucoup de choses à propos de l'intérieur. Quel a été votre constat personnel par rapport à ce que vous avez entendu? Je vous remercie. Si vous connaissez le fonctionnement de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale intervient par défaut. C'est-à-dire, quand le tribunal national ne peut pas, alors la Cour internationale prend le dossier. Nous avons mis en place un pool de juges. Il y a plus de 13 personnes qui sont inculpées, y compris les gens qui sont à la présidence. Il revient au juge de décider qui est coupable, qui n'est pas coupable. Ils ont entendu, je ne sais pas combien de milliers de témoignages. Donc, toute personne inculpée ne veut pas dire coupable. Mais les gens inculpés, qu'ils soient présidents ou derniers paysans, est soumis aux mêmes choses. C'est-à-dire, nous espérons que la justice guinéenne fera honneur à l'Afrique en étant capable de juger les atteintes aux droits de l'homme et qu'on ne sera pas obligé d'envoyer quelqu'un à la haie. Donc il revient à la justice guinéenne librement, sans ingérence aucune, de faire son travail. Il y a 13 personnes inculpées, les 13 ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Ce n'est pas particulier à quelqu'un. Vous savez, en Guinée, on pense que plus le mensonge est gros, plus ça passe. Et moi, j'ai 50 ans d'expérience politique derrière moi. Je ne suis pas un nain politique. C'est des nains politiques qui mentent. Il faut être fou. D'abord, j'étais dans les sous-préfectures. Je n'ai pas été en ville. Personne ne m'a vu à Cancan. Je venais à Cancan pour dormir. J'ai fait des sous-préfectures de Sigiri, je n'ai pas mis pied en ville. J'ai fait des sous-préfectures de Mandjana, je n'ai pas pris ma main. Vous pensez que ça intéresse les paysans que je dise qui va gouverner? C'est que vous ne connaissez pas le pays. Partout où je vais, des paysans disent, depuis l'indépendance, jamais un président n'a mis pied ici. Jamais. À Bokeh, j'ai fait toutes les sous-préfectures, sauf Sansali. Pourtant, Sansali, c'est la sous-préfecture à laquelle je tiens le plus. Parce que c'est là où mon homonyme était chef de canton. Mais Sansali a un problème. Moi, je peux aller en hélicoptère, mais ma garde ne peut pas aller. Donc, sur l'ensemble, la seule sous-préfecture que je n'ai pas faite à Bokeh, c'est Sansali.
J'ai fait toutes les sous-préfectures de Breka, toutes les sous-préfectures de Fria. Je n'ai pas pu faire toutes les préfectures de Cancan, il y a 3 que je n'ai pas fait, 3 que je n'ai pas fait à Mandiana, il y avait aussi, je ne sais pas combien que je n'ai pas fait à Koursan. Pourquoi je suis parti dans les sous-préfectures? Moi, je ne suis pas l'élu des riches, ce n'est pas les riches qui m'ont élu, ce n'est pas les cadres. Combien de cadres osaient venir chez moi quand j'étais opposant? Il y en a très peu. Je reconnais à quelqu'un comme Baïdi, Baïdi venait chez moi, c'était l'un des cadres qui avait le courage de venir chez moi à cette époque-là. Il y a combien de journalistes qui venaient chez moi, Ben Daouda? Il y a combien, vous-même les journalistes, il y a combien qui venaient chez moi? Si je n'ai pas Ben Daouda, Fodé Silla, Serge Daniel, ou bien Savané, ou bien Cissé. Quels sont les autres journalistes qui venaient chez moi? Vous êtes là? Qui? En dehors de ces quelques-uns qui étaient Tibou. Comment là? Si, Tibou. Voilà des journalistes qui venaient chez moi. Tous les autres là, j'étais pestiféré. Les cadres qui venaient chez moi. Ceux qui venaient chez moi venaient la nuit en garant leur véhicule très loin. Bon, quel homme d'affaires qui m'a financé? Demandez à un seul diamantaire Mbanéké s'il m'a financé. Demandez à un seul commerçant ici s'il m'a financé. Mais qui m'a fait élire? C'est des gens qui ne savent même pas parler français. Quand ils disent RPD, ils disent RPC. Ils sont où? Dans les structures, dans les districts. Je suis devenu président pour travailler pour eux. Et comment je peux travailler pour eux? Même vous n'avez qu'à être le meilleur médecin. Si vous connaissez pas une maladie, vous ne pouvez pas soigner. Je vais dans les préfectures, j'écoute. Parce qu'eux, ils me parlent librement. Je ne leur ai pas donné de l'argent, pas donné de diamants. Donc je les écoute. Ils me disent quelles sont leurs préoccupations. Est-ce que leurs préoccupations, c'est quoi? C'est les pistes, c'est l'hôpital, c'est le centre de santé, c'est le centre culturel, etc. C'est l'aménagement, etc. Donc, je dis, je vous écoute. Et ils me disent ce qui est fait de bien, mais ce qui leur manque, ils exercent leurs problèmes. Si vous écoutez les bien, vous les ils le disent. Et moi, je m'engage. Et quand je m'engage, je le fais. J'ai été à Mamou. Tous les structures m'ont posé les points de forage. Allez, dans toutes les structures, j'ai été, s'il n'y a pas déjà, les forages n'ont pas été déjà faits. Quand moi, je prends des engagements, je les respecte. J'ai été à Bouquet, Dabis a demandé un tracteur, ils ont eu le tracteur le lendemain. Les routes, dès que la pluie va s'arrêter, les routes, que ce soit la route de Dabankou, la route sur aller à Kanfalandé, etc., tout ça, ça va être bon. Et quand j'ai été à Kanfalandé, par exemple, Kanfalandé s'appelait avant Victoria. C'était la sous-préfecture la plus développée de Bouquet. KPC vient de là-bas, Sampil vient de là-bas. Mais quand les choses du Kanfalandé, c'est un désert. Les maisons, les belles maisons coloniales sont en ruine, etc. Mais c'est inadmissible. Mais si je ne vais pas là-bas, comment je le suis? J'ai appelé les gens de Kanfalandé, j'ai dit c'est inadmissible. Ils m'ont dit, président, non, on ne peut pas aller passer. Si tu vas là-bas, tu meurs. Bon, ça c'est vos... Mais c'est vos croyances, moi je respecte. Non, moi je ne force personne. Ils ont dit, président, on ne peut pas aller là-bas. Parce que si vous allez là-bas, vous mourrez. Bon, j'ai dit, bon d'accord, vous ne venez pas, mais alors vous allez participer avec l'État. Vous allez participer financièrement, comme vous n'êtes pas d'accord, mais je vais vous imposer, puis vous avez des moyens, vous allez participer financièrement. Ensemble, on va rénover les bâtiments coloniaux, on va refaire le port, etc. Je ne vous oblige pas à aller là-bas, mais financièrement, vous allez participer. Ça, au moins, vous ne pouvez pas dire que votre argent va mourir. Bon, donc je vais dans les sous-préfectures pour écouter les paysans. Et vous savez, jusqu'à présent, les chefs d'État favorisent la capitale. Parce que c'est la capitale où les gens contestent. Moi, je n'ai pas peur de Conakry, je n'ai pas peur de vous. C'est pourquoi j'ai fait les fêtes d'indépendance délocalisées. Parce qu'avant, tout était concentré à Conakry, on s'en fout de l'intérieur. Mais 70% de la population guinéenne, au moins, c'est des paysans. Mais quand vous manifestez, donc le gouvernement a peur. Moi, vous n'avez qu'à manifester jusqu'à demain, je m'en fous, je n'ai pas peur, je m'en fous. Je m'en fous. Donc, les paysans, c'est leur problème, c'est eux. Moi, je suis venu pour travailler pour ces gens-là. Je suis venu pour travailler pour les pauvres, c'est eux qui m'ont mis ici. Je n'étais ni le candidat de la France-Afrique, ni le candidat des hommes ni des grands cadres. D'abord, on ne peut pas s'entendre, parce que les grands cadres sont habitués à piller le pays, et moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, tout nous opposait. Alors, pourquoi voulez-vous que je n'aille pas dans les sous-préfectures? C'est eux qui m'ont élu. Est-ce que je suis élu pour... Comment je peux connaître les problèmes en étant assis ici? Vous pensez que les ministres, quand ils viennent, ils vont me parler des problèmes des paysans? 80% des problèmes des paysans, non. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Les préfets, comme les préfets vont dans les districts, pourquoi on a eu des problèmes de l'Ebola? Parce que les paysans n'avaient pas l'habitude de voir les gens. Ou ben, quand ils viennent, c'est pour les pressurer. Quand ils viennent, c'est pour faire du brigandage sur eux. Et les diplomates, l'ambassadeur des États-Unis, par exemple, qui va dans les villages, les gens lui disent, mais nous, on va pas. Quand les autorités viennent ici, c'est pour nous faire du mal, c'est pour prendre nos biens.
Donc les gens étaient réticents. Une des raisons de réticence, c'est ça. Parce que les paysans ne sont pas habitués à voir les autorités. Ils ne viennent jamais. S'ils viennent, c'est pour brigander. Le barrage sur le fleuve Concouré, le barrage Swapiti et Amaria. Ensuite, ce fera le Sénégal, Kokoutamba, Baléa et Balassa. Swapiti, c'est 550 MW. Amaria, 500 MW. Kokoutamba, Baléa, Boulia et Balassa, ça fait 700 MW. Nous avons déjà le financement de l'interconnexion et les travaux de l'interconnexion vont concerner le transport de l'électricité sur le Sénégal et sur le Mali. Le financement a été obtenu par la Banque africaine de développement et par la Banque islamique de développement. Donc les travaux vont commencer, mais ça permet d'envoyer le courant au Sénégal et au Mali, mais ça permet de donner le courant à tout le territoire guinéen qui sera traversé, parce que les hautes tensions vont traverser le territoire guinéen. Donc tous les préfectures qui seront sur le tracé auront le courant. Donc les Sénégalais souhaitent que nous accélérons comme nous l'avons fait pour Kalita. Kalita était un barrage qui devait être fait dans le cadre de l'UMVG, c'est-à-dire la Guinée, le Mali, la Gambie et la Guinée-Bissau. Mais comme il y avait trop de retard, j'ai décidé que ce barrage soit conçu par la Guinée seule. Donc nous avons mis 120 millions de dollars pour accélérer. Au lieu de payer 10% qui était prévu par le prêt chinois, nous avons payé 20%. C'est-à-dire de payer 60 millions, nous avons payé 120 millions de dollars. Ce qui a permis à l'entreprise de commencer le barrage avant même qu'Exim Bank n'octroie le crédit. Donc nos amis souhaitent qu'on développe cette procédure. Et évidemment, en ce qui concerne Swapiti, les études de faisabilité sont déjà prêtes. Nous sommes en train de nous battre pour que Swapiti commence avant la fin de l'année. Pour que Garafili donne les 115 MW, il faut que Kalita lui donne l'eau. Pour que Kalita puisse donner toute l'année 240 MW, il faut que Swapiti lui donne l'eau. Le barrage, il y a la partie eau qui prend moins de temps et la partie turbine qui prend plus de temps. Mais le besoin urgent que nous avons aujourd'hui, c'est la partie eau. Parce qu'aujourd'hui, le paysage industriel dans le monde est en train de changer. Pendant longtemps, la Chine a été l'usine du monde, avec beaucoup de conséquences, surtout sur l'environnement. Donc, aujourd'hui, la Chine aura tendance à moins développer la sidérurgie, la météorologie, plutôt à faire ça à l'extérieur. Parce que il y a énormément de problèmes de pollution. Donc, si nous avons l'énergie, nous pouvons produire l'acier et l'aluminium sur place, parce qu'il faut de l'énergie. C'est pourquoi il est extrêmement important pour nous de développer l'énergie.
courant à tout Guéguédougou. Nous avons que Bendou qui peut donner le barrage à toute la petite. Donc, que les grands barrages que nous avons construits doivent être des barrages essentiellement consacrés à l'industrie. Nous avons le barrage de Kogon qui va être construit en BOT, puisqu'il y a déjà une société qui est dessus et qui va commencer bientôt. Ça, c'est dans la zone de Bokeh. Mais ce barrage servira essentiellement à fournir le courant aux entreprises minières qui sont dans la région, mais aussi à fournir le courant à Bokeh aux environnants. Ensuite, c'est le point de la sécurité. Il est là aujourd'hui qu'aucun de nos pays n'est à l'abri des mouvements qui se développent au Mali, au Nigeria, etc. Donc nous sommes mis d'accord de faire des patrouilles communes, de non seulement des champs d'information, mais de faire des patrouilles communes à travers nos frontières pour éviter justement l'infiltration des extrémistes et le développement de l'insécurité chez nous. Et c'est à cette occasion, lorsque nous avons appris que le président de Guinée-Bissau voulait démettre le Premier ministre, on l'a appelé, on l'a envoyé l'avion de commandement du président Macky, puisque moi je suis médiateur, lui le président de la CEDEAO. Nous l'avons fait venir pendant 2 jours pour essayer de lui expliquer qu'on trouve une solution afin qu'il ne démette pas le Premier ministre. Parce que la Guinée-Bissau, c'est un régime comme au Cap-Vert ou bien Sao Tomé-Príncipe, c'est un régime parlementaire. Pourquoi nous avons fait ça? On a déjà le problème du Mali, on a le problème du Nigeria. Nous ne voulons pas une crise à nos frontières. Or, la Guinée-Bissau a frontière avec la Guinée, frontière avec le Sénégal. Donc s'il y a instabilité, c'est encore un grand risque pour nos 2 pays. Voilà donc pourquoi malheureusement nous n'avons pas réussi. Bon, mais on va continuer à travailler avec eux, avec le PAIGC, avec le président, pour arriver à une solution acceptable pour que le président ait quand même un minimum de pouvoir, même si ce n'est pas constitutionnel, qu'on trouve un modus vivendi qui peut permettre, sans violer la Constitution, mais qui peut permettre au président quand même d'avoir un budget de souveraineté et d'avoir un certain rôle. Bon, voilà en gros les différents points que je voulais développer avant de répondre à vos questions. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième étape, questions-réponses. Ali Silla, au compte des radios privées. Merci, Monsieur le Président de la République. Ma première question est la suivante. Depuis quelques semaines, le président Dadis tente de rentrer en Guinée, mais en vain. Est-ce qu'il n'est pas judicieux pour vous d'entrer en action pour faciliter son retour au pays? La deuxième question, ces derniers temps, on a suivi la sortie médiatique de Papa Kouli Kourma, jusque-là ministre conseiller auprès de vous. Il s'est dit frustré et vous reproche de n'avoir pas respecté vos engagements en 2010. Votre commentaire? Papa Kouli Kourma. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai déjà dit que je ne commente pas une sorte de Dadis, que tout homme est libre. Ensuite, je ne suis pas président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un État souverain. Le président Alassane prend des décisions qu'il estime prendre dans son pays. Et moi, je prends des décisions en Guinée que j'estime prendre, comme j'ai imposé à la mouvance, de signer un accord contre leur volonté, parce que c'est l'intérêt supérieur de la Guinée. Donc moi, je ne commente pas ces questions. En 2010, nous avons signé des accords. Ces accords disaient que le poste de Premier ministre viendrait à la Basse-Guinée et le poste de président de l'Assemblée à la Forêt. Voilà les accords que nous avons signés. Après l'élection, Papa Kouli aimait me voir avec le ministre Ousmane Ba. C'est pourquoi je dis son complice, même s'il refuse le terme. Il a dit qu'il va être ministre d'État à l'énergie. Ousmane Ba a dit qu'il va être ministre d'État aux travaux publics. Ce que je ne n'aurais pas dû accepter d'ailleurs, parce que ce n'est pas un ministre à choisir son poste, c'est le président qui doit dire tel poste. Mais enfin, j'ai accepté. Voilà. Donc, il n'a jamais eu de question que Papa Kouli soit président de l'Assemblée ou pas. On a dit que le poste reviendra à quelqu'un de la Forêt. Est-ce que le président de l'Assemblée est de la Forêt ou pas? Est-ce que le Premier ministre de la Basse-Guinée ou pas? Le reste, vraiment, je ne commente pas. Et je n'ai jamais commenté les déclarations. Tous les journalistes sont là. Tout le temps où j'étais opposant, je n'ai jamais répondu à quelqu'un, ni à un homme politique, ni à un journaliste. Aucun journal ne peut dire ici que j'ai utilisé le droit de réponse. Il n'y a aucun journal, vous n'avez jamais vu droit de réponse Alpha Condé. Jamais. Ce que Dieu est son homme Sako, dans l'indépendant, ou je ne sais pas l'indépendant, chaque semaine, il y avait un article contre moi. Au point que cela lui a dit un jour, mais moi je suis journaliste comme toi, mais tu n'es pas crédible. Chaque semaine tu attaques. Mais je n'ai jamais répondu, ce n'est pas mon problème. Donc moi, les hommes politiques sont libres de raconter ce qu'ils veulent, vraiment c'est là l'affaire. Mais ce qui est là, ce qui est clair, c'est que c'est lui qui a demandé d'être ministre d'État à l'énergie. Et Ousmane Ba est là, son numéro à 2. Alors,
Maintenant, chacun est libre de raconter ce qu'il veut. Merci, Monsieur le Président de la République. Mohamed Diabaté, au compte de la presse écrite privée. Monsieur le Président, bonjour. En fait, nous, à notre niveau, on a été attirés par l'affaire des caches d'armes et rébellions de Kéréma. Monsieur le Président, cette affaire suscite beaucoup de polémiques. Pour certains, c'est un faux débat. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des preuves matérielles qui justifient la militarisation de cette localité? Ça, c'est la militarisation de cette localité. Je parle de Kéréma, bien sûr. Kéréma, la localité de Kéréma. Je demande s'il y a aujourd'hui des preuves matérielles qui justifient la militarisation de cette localité. Vous avez été à Kéréma? Monsieur le Président, si vous... Vous avez été à Kéréma pour voir si c'est militarisé. Vous avez été là-bas? Bon, Monsieur le Président... Je vous pose la question. Vous avez été à Kéréma? C'est juste des questions, Monsieur le Président. Vous dites que c'est militarisé. Vous avez été à Kéréma? En quoi Kéréma est militarisé? En quoi? Monsieur le Président, si vous permettez, on peut continuer. Non, mais écoutez, ne dites pas n'importe quoi. Oui, Monsieur le Président. Lorsque j'étais à Zéro-Corée, oui, j'ai dit qu'il semble qu'il y a des éléments qui s'entraînent à Kéréma. On a envoyé faire des enquêtes, là on a dit, et puis c'est tout fini. Depuis quand vous avez vu des convois militaires aller en forêt, ou des convois de gendarmes, pour militariser Kéréma? Je peux vous payer un billet, vous allez à Kéréma, et vous revenez, vous me dites si c'est militarisé ou pas. Ça me ferait plaisir, Monsieur le Président. Il faut quand même être sérieux. Quand vous voulez parler de militarisation, si vous voulez, on peut vous louer un avion. Il y a des avions privés ici, on peut vous louer un avion. 7 journalistes, vous allez à 7, l'avion débarque à Zéro-Corée et vous allez à Kéréma. Je suis prêt à vous louer un avion, vous allez, des journalistes qui veulent vous aller à Zéro-Corée, je vous loue l'avion, vous allez à Zéro-Corée. Et des Zéro-Corée maintenant, vous pouvez aller à Kéréma. À ce moment-là, vous viendrez me dire si c'est militarisé ou pas. Je suis prêt à vous payer l'avion même demain. Ok, merci Monsieur le Président. C'est gentil. Mais, Monsieur le Président, la deuxième question, c'est par rapport aux élections présidentielles à venir, c'est-à-dire les élections du 11 octobre 2015. Pour mémoire, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que les élections de 2010 ont été émaillées de violence. On prend l'exemple de Kouroussa, Sigiri, Dalaba et Pita. Monsieur le Président, quelles sont les dispositions prises pour éviter de revivre cette même situation lors des prochaines élections? Je vous remercie. Que tout le monde reconnaît, que ce soit les nationaux ou nos partenaires, tout le monde reconnaît que toutes les conditions se réunissent pour qu'on ait des élections libres, démocratiques et crédibles. Et deuxièmement, contrairement à avant, désormais, la Guinée doit être un état de droit. Ça veut dire qu'il y a des droits et des obligations. Le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Administration du Territoire et le ministre de la Justice l'appelleront à chacun. Il n'est plus question qu'on accepte que l'état de droit soit mis en cause. Donc, je peux vous rassurer que cela ne se produira pas. Il y a la loi et les ministres expliqueront quelles sont les dispositions de la loi. Et ces dispositions s'appliqueront de façon rigoureuse. Je dis bien de façon rigoureuse. Tout ce qui est prévu par le code pénal sera rigoureusement appliqué. Parce que l'état de droit, ça veut dire aussi respecter les biens, les personnes, respecter les personnes et les biens. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui que toutes les revendications ont été satisfaites. C'est la mouvasse qui devrait plutôt descendre dans la rue. Si quelqu'un devrait descendre dans la rue, c'est la mouvasse qui devrait descendre dans la rue, contester le président. Parce que le président a accepté des choses qu'ils ne veulent pas. Je comprendrais que la mouvasse descende dans la rue, mais descende dans la rue contre le président, pas pour les élections, mais contre le président, parce que le président a accepté des choses inadmissibles pour eux. À la rigueur, je peux concevoir qu'ils descendent dans la rue, mais je suis certain qu'ils ne casseront pas quelque chose. Mais ils sont libres de descendre dans la rue pour montrer qu'ils sont mécontents du président, parce qu'il a accepté ce qu'il ne devait pas accepter. Mais cela ne met pas en cause l'élection.
manifester contre le président, c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'élection. Vous pouvez manifester contre le président parce que vous n'êtes pas d'accord avec ses décisions. La mouvance n'est pas comptable et puis vous manifester contre moi. C'est leur droit. Mais moi, j'estime que l'intérêt supérieur de la nation prime sur les intérêts individuels et particuliers. L'intérêt supérieur de la nation est supérieur à l'intérêt du RPG, à Cancer supérieur à l'intérêt des partis alliés. Mais je ne les interdis pas de me contester dans la rue. C'est leur droit. Ah bon? Parce que vous voulez le faire alors? Merci, Monsieur le Président de la République. Talibidos Kamara, au compte de la presse en ligne. Abdul Karim Kamara de la presse internationale se prépare. Monsieur le Président de la République, après l'inculpation du capitaine Moussa Dadis Camara par les juges guinéens, est-ce que la Guinée est prête à le juger maintenant? Deuxième question. Aujourd'hui, grâce à votre leadership, vous avez pu regrouper autour de votre candidature l'essentiel des formations marché, mais nous avons besoin, donc il faut un financement public. Voilà donc la réunion qui va avoir lieu au mois de septembre. Nous avons déjà envoyé les invitations et afin que les Africains puissent être vaccinés de façon générale face à toutes ces épidémies qui, donc nous avons beaucoup souffert de cette maladie, mais au moins nous avons permis que le vaccin soit aujourd'hui un vaccin à 100% positif, mais aussi aller plus loin pour qu'il y ait une popularisation de vaccins, vulgarisation, enfin je ne sais pas quel est le terme correct, je ne suis pas médecin, pour permettre de vacciner, comme on vaccine contre la grippe, on vaccine tout le monde. Voilà, en ce qui concerne. Le troisième point, c'est les leçons que nous avons tirées de l'Ebola. L'Ebola nous a beaucoup fatigués parce qu'on n'a pas un système hospitalier performant. Donc, si on avait un simple... L'Ebola nous a fatigués parce qu'on ne pouvait pas découvrir le virus rapidement. Donc, la première leçon que nous avons tirée, c'est avoir un système santé performant. D'abord, au niveau des sous-préfectures. Il y a 42 centres qui vont être rénovés et 30 nouveaux centres qui vont être construits. Mais ces centres doivent être dirigés par des médecins. C'est-à-dire qu'il y aura l'accouchement pour les femmes dans la sous-préfecture, avec une salle d'accouchement, une salle d'isolement pour les maladies contagieuses comme le choléra par exemple, où on peut d'abord. Ensuite, la médecine générale, et aussi il y aura le logement et le bureau du médecin. Il ne s'agit pas de mettre une sage-femme là-bas, mais il s'agit de mettre évidemment un médecin dans les sous-préfectures pour que non seulement les femmes puissent accoucher là-bas, mais que toutes les maladies, un peu ce qu'on appelait en France avant la médecine de campagne, avant, c'est-à-dire le palu, le méningite, le choléra, etc., tout ce qu'on dit médecine générale, puisse être soigné sur le plan au niveau de la sous-préfecture et que les gens ne soient plus obligés d'aller dans les préfectures. Le deuxième, c'est d'avoir des chercheurs au niveau régional, centre santé hospitalier, qui en même temps qui allient la santé et la formation médicale. Et aussi des hôpitaux maintenant préfectoraux. Maintenant, nous souhaitons aussi dans ce cadre-là aussi avoir un hôpital de performance parce qu'aujourd'hui, nous perdons beaucoup d'argent à évacuer les gens sur le Maroc, sur la France, etc. Donc, il nous faut une clinique de référence où nous aurons tous les équipements pour pouvoir soigner. Par exemple, l'hôpital chinois de Kipé, nous avons des médecins, et nous pouvons avoir aussi des médecins de la coopération avec la Chine, mais il nous faut un certain nombre d'appareils qui nous manquent aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Ebola nous a fatigués parce qu'on n'a pas de route. L'Ebola s'est développé en forêt. Pour aller en forêt, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudronné. Il faut parfois utiliser l'hélicoptère. Donc si nous voulons ne plus subir les conséquences d'une maladie, ça peut toujours venir. On ne peut pas empêcher une maladie de venir. Mais il faut développer des infrastructures routières, c'est-à-dire il faut goudronner les routes. Ça, c'est la deuxième leçon que nous avons tirée. La troisième leçon, c'est de favoriser l'entrepreneuriat guinéen et africain. Parce que lorsqu'il y a eu d'Ebola, beaucoup d'expatriés sont partis, ils ont fermé les usines. Donc si nous ne voulons plus subir de telles conséquences, il faut qu'on développe l'entreprise privée en Guinée. Il faut qu'on amène les importateurs guinéens à privilégier l'industrie plutôt que le commerce. Et aussi les Africains. Dernièrement, nous avons reçu une forte délégation d'hommes d'affaires du Nigeria, puisque les hommes d'affaires nigériens ont beaucoup de moyens. Nous voulons donc non seulement favoriser les hommes d'affaires privés, mais développer le partenariat public-privé, c'est-à-dire l'État actionnaire minoritaire, mais pour soutenir les privés guinéens et les privés extérieurs. Parce que si les usines sont
c'est des usines dirigées par les Guinéens ou des Africains, et que les Bolets ne vont pas partir parce qu'ils sont là. Donc déjà, aujourd'hui, nous allons signer avec Toguna tout à l'heure pour l'installation de l'usine d'engrais. Parce qu'acheter l'engrais à l'extérieur, ça nous coûte des devises et ça fait monter le dollar. Par contre, si nous avons l'usine d'engrais sur place, nous payons en francs guinéens. C'est suivi aussi de l'installation d'une usine d'alimentation du bétail. Parce qu'au niveau de l'élevage, nous avons beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est la divagation, qui est en train de battre des affrontements parfois jusqu'à mort d'homme entre les éleveurs et les paysans. Donc la condition de l'usine d'alimentation bétail qui va se faire rapidement, bétail comme volaille, va permettre de développer les rangs, c'est-à-dire de parquer les bœufs, ce qui va les empêcher d'aller divaguer sur les champs et en même temps diminuer le vol de bétail. Mais en même temps, essayer de... Nous avons une vache, une race d'en-bas qui est très solide, mais qui n'est pas très gros. Donc aussi, maintenant, commencer les sélections, le croisement. Nous allons travailler avec le Brésil, avec la Biélorussie, etc. pour le croisement, afin d'avoir des bœufs beaucoup plus gros. Et nous allons aussi initier l'embouche, c'est-à-dire faire l'élevage uniquement pour la boucherie, qui consiste à nourrir les veaux très rapidement, comme on fait pour les oies. Pour Noël, on gave les oies et puis ils sont prêts pour Noël, pour que nous ayons la viande pour la boucherie, ce qui va être tout à fait différent de l'élevage traditionnel. Et en même temps aussi, nous allons faire en sorte, l'autre leçon que nous avons tirée, c'est de ne plus exporter nos produits bruts et de les transformer. L'exemple le plus patent, c'est la pomme de terre. Les femmes de Timimadina et de Mali produisent beaucoup de pommes de terre, mais vendaient ça au Sénégal, puisque les Guinéens ne veulent pas consommer de pommes de terre. Lorsque les fontaines étaient fermées, les pommes de terre ont pourri. Donc ça a été une grande perte pour les femmes. À partir du moment donc, nous avons décidé de transformer les pommes de terre sur place, pas seulement les pommes de terre, la plupart, que ce soit les oranges, que ce soit les tomates, etc., de développer donc l'agro-industrie pour les transformer sur place. Puisque quand c'est transformé, ça ne pourrit pas. Nous allons faire la pose de la première pierre de l'usine de pommes de terre incessamment à Timimadina, mais aussi ça sera valable pour les autres productions agricoles, afin qu'on ne soit plus dépendant du marché extérieur. Voilà donc une série de leçons que nous avons tirées de l'Ebola. Nous demandons aussi aux Guinéens aussi de tirer une leçon. Lorsqu'on a fermé les frontières, on n'a pas fermé pour les Peuls, on n'a pas fermé pour les Malinqués, on n'a pas fermé pour les Soussous. Il y a des Malinqués et des Peuls au Mali, ils pouvaient voyager. Il y a des Malinqués et des Peuls au Burkina, ils pouvaient voyager. Il y a des Malinqués en Côte d'Ivoire, ils pouvaient voyager. Il y a des Soussous et des Malinqués et des Peuls en Guinée-Bissau, ils pouvaient voyager. Seuls les Guinéens ne pouvaient pas voyager. Donc les gens doivent comprendre qu'avant de se dire Peuls, Malinqués ou Soussous ou bien Forestiers, etc., on est d'abord Guinéens. Donc la population guinéenne aussi doit tirer les leçons de savoir que l'ethnocentrisme ne sert à rien et que la Guinée, c'est d'abord la carte d'identité. On est d'abord Guinéens. Quand il y a un problème, c'est les Guinéens qui sont concernés. Donc chacun de nous doit tirer les leçons de la crise de l'Ebola qui nous a tant fatigués. Voilà les 4 leçons que nous avons tirées. Les Guinéens aussi doivent tirer cette leçon au niveau du comportement ethnique. Est-ce que c'est l'ethnie ou c'est la nation? Quand ça ne va pas, quand on dit que les Guinéens ne peuvent pas aller au Canada, on s'en fout que vous soyez Peul, Malinké, Guérzé ou Martien, si vous n'irez pas. Donc ce qui nous lie, c'est d'abord notre cas d'identité et ce qu'on doit privilégier. Voilà donc les différentes leçons que nous avons tirées. Ensuite, il y a la coopération. On a eu une petite crise avec le Sénégal. Donc le dernier voyage du Sénégal nous a permis de renforcer sérieusement non seulement les relations, mais de privilégier aussi les relations économiques. Et avec le Sénégal, nous avons décidé de renforcer nos relations dans le domaine de l'énergie, parce que l'énergie est fondamentale en Afrique de l'Ouest. Or, on a beaucoup de projets de barrages. Donc, nos amis sénégalais ont souhaité que la Guinée accélère la construction des barrages pour fournir l'électricité à la fois au Sénégal, mais aussi au Mali. Et nous avons des... Keita, APAC. Merci, Monsieur le Président de la République. Sans plus tarder, je vous invite à suivre l'intervention du Président de la République avant l'étape questions-réponses. Monsieur le Président de la République, avec votre permission, vous avez la parole. D'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Ça fait un moment
qu'on n'a pas fait de rencontre comme j'avais promis, mais vous-même vous savez qu'on a beaucoup de problèmes, on avait beaucoup de problèmes avec l'Ebola. Le premier point que je vais aborder, c'est l'accord signé concernant les élections. Et cet accord, évidemment, et la mouvance présidentielle n'est pas très contente, ni le pays d'Arc-en-Ciel, ni les partis alliés. Ils ont estimé qu'on a fait trop de concessions. En effet, au départ, l'opposition parlait des délégations spéciales. Les délégations, il y en a en tout pour tout combien? 28. Donc le problème c'était les délégations. Pourquoi? Parce que les délégations, ils ont été nommés par le président de la République, donc ils sont partisans. Bien que, selon le nouveau code électoral, les délégations, les communes et les maires, les chefs de quartier ne jouent plus aucun rôle, ni pour la distribution des cartes, ni pour la fiche. Ils ne jouent aucun rôle dans le processus électoral. On nous a répliqué que oui, ils ne jouent pas de rôle, mais ils peuvent influencer. Ils sont des personnes d'influence. Donc au départ, nous avons dit, bon, puisque vous pensez que c'est des personnes d'influence, il y en a 38, ok. L'opposition à la moitié, la mouvance, la moitié. Mais comme toujours, l'opposition, quand il demande une chose aujourd'hui, dès qu'on accepte, il demande autre chose. Dès qu'on accepte, il demande autre chose. Donc, c'était 38 normalement, puisque c'était la délégation spéciale. Tous les débats étaient faits autour de cela. Et brusquement, on dit non, 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 non. Les autres communes doivent être concernées. Mais les autres communes, là, ils ont été élus. On ne voit pas pourquoi. Et ce n'est pas le président qui les a désignés. Bon, il y a eu de concession. À un moment donné, la mouvance s'est bloquée sur 58, je crois. Mais à mon âme et conscience, moi je me suis battu pendant 50 ans pour la démocratie dans ce pays-là. Et je veux que les élections en Guinée soient des élections modèles. Pour cela, il fallait permettre à ce que personne ne soit empêché d'aller aux élections. Et l'opposition avait une attitude, on ne va pas en négociation en disant tout ou rien. Si on vient dans l'attitude, c'est 128 ou rien. J'ai expliqué que quand on négocie, chaque parti fait des concessions. On ne peut pas venir en disant c'est ça ou rien. Bon, mais l'opposition est restée sur cette position. Et j'ai estimé, sans consulter la mouvance, j'ai accepté. Et j'ai expliqué à la mouvance pourquoi. Parce que c'est moins important d'avoir des maires que d'avoir des élections présidentielles inclusives, que tout le monde participe. Donc évidemment, la mouvance a accepté d'entraîner les pieds, et le RP d'Arc-en-Ciel et les alliés. Bon, mais je pense qu'il est important que les élections législatives, présidentielles, personne n'ait d'argument. De dire je ne vais pas aux élections par telle chose. Bon, donc c'est pourquoi j'ai accepté et contraint la mouvance et les alliés à accepter, même si ce sera une bagarre entre nous, mais il faut privilégier que les élections présidentielles se passent dans les meilleures conditions. Parce qu'il faut un état de droit en Guinée. Mais l'état de droit, ça veut dire que toutes les libertés doivent être permises, mais dans un cadre respectant la loi. La liberté de manifestation est une liberté fondamentale, mais la protection des biens et des personnes aussi est une responsabilité fondamentale. Ça veut dire que les ministres chargés de la sécurité, de l'administration du territoire et de la justice vont expliquer clairement que c'est l'état de droit et chacun doit respecter l'état de droit. Quand on organise des manifestations, on a des obligations. Les ministres les rappelleront cela. Parce qu'on n'acceptera plus que l'état de droit soit mis en cause. Nous voulons renforcer l'état de droit en Guinée et chacun doit respecter l'état de droit. Mais les ministres auront l'occasion de faire le point sur ça. Ça donc, c'était le premier point que je voulais parler. Et ça a permis quand même que l'accord soit signé et qu'aujourd'hui, tout le monde puisse aller aux élections présidentielles. Donc, il fallait imposer à la mouvance ces accords qui sont illogiques, parce que contraire à tout principe de négociation. Parce que quand vous venez négocier en disant c'est tout ou rien, ce n'est pas une négociation. Négociation, ça veut dire qu'il y a des conditions réciproques. Mais il fallait, pour la paix, la tranquillité et le renforcement de l'état de droit en Guinée, il fallait accepter cela. Et donc j'ai pris sur moi d'accepter cette opposition et d'expliquer à la mouvance pourquoi. Et le deuxième point, c'est l'Ebola. Le vaccin sur l'Ebola a été trouvé il y a longtemps. Mais il n'y a jamais eu d'essai. Lorsque le problème s'est posé, il y avait beaucoup de gens qui étaient hostiles dans le secteur, dans le domaine médical. Non, on ne va pas faire le vaccin, etc. Bon.
moi j'ai pris le risque, j'ai dit, mais si moi j'essaie d'être cobaye, que mon peuple soit cobaye, c'est mon problème. Donc j'ai imposé les vaccins contre la vie de beaucoup d'organisations, etc., etc. Mais, Dieu merci, nous avons vacciné 4000 personnes et le vaccin s'est avéré efficace à 100%, je crois, monsieur le coordinateur. Et comme toujours, la défaite est orpheline, la victoire a beaucoup de pères. Maintenant que le vaccin s'est avéré positif, évidemment, bon, chacun en tire gloire. Mais si nous, on n'avait pas accepté que 4000 personnes soient vaccinées contre l'avis de beaucoup d'organisations, jamais le vaccin n'aurait été trouvé. Puisque ça fait plus de 15 ans, jusqu'à un peu tous les années, que le vaccin là existe. Donc, nous avons donc discuté avec nos experts et nous avons arrêté deux choses. La première chose, écrire au chef d'État pour qu'ensemble nous écrivions au président Hollande et autres, pour que nous écrivions ensemble les laboratoires pour accélérer l'homologation rapide, pour que le vaccin soit effectivement homologué tout de suite. Et la deuxième, convoquer une réunion des experts au 18-20 septembre ici, de tous les experts des vaccinations pour concernant les fièvres hémorragiques, parce qu'il n'y a pas que la fièvre, il n'y a pas que l'Ebola, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que le docteur pourra les indiquer si vous voulez. Notre objectif, c'est que pour le moment, on a vacciné les contacts des contacts et les personnes à risque, c'est-à-dire le corps médical. Or, dans mon esprit, il s'agit de passer à une vulgarisation. C'est-à-dire qu'on ne vaccine pas seulement cela, mais qu'on vaccine comme on vaccine aujourd'hui la grippe, etc. Ça veut dire à grande échelle. Mais le problème qui est posé, c'est que si vous faites un vaccin, le laboratoire fait un vaccin contre la grippe, il a un marché. Mais l'Ebola, c'est une maladie de pauvres. Donc il n'y a pas un grand marché. Le laboratoire n'a aucun intérêt financier à le faire. Donc ce vaccin ne peut être fait que par le financement des États. C'est pourquoi nous avons donc convoqué ce sommet en quelque sorte sur le vaccin, mais avec l'accompagnement de l'OMS et avec les partenaires, pour qu'à la sortie de là, on puisse faire les vaccins concernant non seulement l'Ebola, mais en général les fièvres, les maladies, fièvres hémorragiques. Et c'est mieux que ces vaccins soient fabriqués en Afrique. Et si possible en Guinée, puisque déjà nous fabriquons les vaccins avant à l'Institut Pasteur à Kindia. Tous les vaccins contre les morsures de serpents étaient fabriqués à Kindia. Et heureusement, l'OMS nous a informé qu'il y avait déjà 300 millions d'euros qui étaient déjà disponibles pour les vaccins. Et lorsque j'ai constaté la fondation Bill Gates était prêt aussi à financer les vaccins. Donc, c'est une maladie des pauvres. Les laboratoires ne sont pas intéressés à les développer parce qu'ils n'auront pas de